c'est forcément assez difficile de conclure un tel congrès, qui est le troisième donc, du collectif Pas de haute conduite, qui a été, je trouve, un congrès extrêmement intense, intéressant, très, très fort. J'ai essayé de prendre quelques notes au cours de journée sur ce qui se disait. Bon, je ne vais pas faire comme les autres, peut-être que j'ai modifié ce que j'ai prévu, parce que je suis arrivé sans avoir prévu, pour d'abord écouter ce qui se dirait. Mais peut-être que si je devais donner un titre finalement à ce que je vais essayer de transmettre rapidement, c'est comme ça on peut soit partir à 6 heures, j'ai encore rien dit d'essentiel. Voilà, et je disais que peut-être si je devais donner un titre quand même au propos que j'ai essayé d'élaborer un petit peu pendant la journée, ce serait de faire un plaidoyer contre la peur de l'autre et la peur du penser. Voilà, la peur de l'autre et la peur du penser. Mais bon, il faut absolument que ces conclusions soient un petit peu en forme d'ouverture. Il y a des lignes de tension à laisser en tension, il y a des paradoxes intéressants. Et puis cet après-midi en particulier, mais toute la journée, il y a eu des interventions très fortes, donc après lesquelles il peut être un peu difficile d'intervenir. Voilà, alors je crois que ce qui marque quand même ce troisième congrès, c'est qu'on sent bien, c'est ça qui est très rassérénant d'ailleurs, hein, on sent bien qu'on est en train de passer des refus, du refus, à des propositions. Et sans doute, on en avait déjà envie au moment du deuxième congrès, mais là, il y a quelque chose qui devient plus possible maintenant, et c'est de ce point de vue-là une étape importante. Parce qu'en effet, les refus, c'est bien. Hein. Paul Valéry disait la qualité d'un homme se mesure, la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses refus. C'est très important, mais c'est aussi le pouvoir diabolique, quand même, de nos adversaires, de nous avoir cantonnés dans des refus, parce qu'ils proposent tellement de choses à bracadabrante qu'on passe son temps à refuser, qu'on n'a plus le temps de proposer. Alors, il fallait que l'équilibre se trouve, il faut continuer à refuser un certain nombre de choses, mais on ne peut pas se contenter de refuser, il y a des propositions à faire. Et vous voyez, la manœuvre est subtile, hein, parce que si on passe son temps à refuser, nos adversaires disent, ben voilà, le conservatisme, l'immobilisme a changé de camp. Donc il faut faire très attention à se remettre en mouvement, et je crois que c'est vraiment l'aspect très positif de ce congrès. Voilà, je dois aller assez vite, je vais pouvoir aller assez vite sur quelques remarques sur le contexte qui ont émergé tout au long de la journée. Moi, je voudrais ajouter qu'il y a quand même différentes façons de faire souffrir les enfants. Il y a la maltraitance directe, bien entendu. On espère qu'elle est assez rare, enfin elle existe. La maltraitance physique, la maltraitance sexuelle, la maltraitance psychique, les trois étant plus ou moins diversement associées. Voilà, on espère qu'elle est rare, elle n'est pas totalement malheureusement, en tout cas c'est une maltraitance directe. Il y a une deuxième forme de maltraitance, déjà un petit peu plus fréquente, mais plus indirecte, qui est, sans s'attaquer directement physiquement ou sexuellement à l'enfant, le fait tout simplement de ne pas l'investir comme un être existant, de ne pas reconnaître son existence, c'est-à-dire c'est une forme d'affront narcissique majeur que certains États politiques connaissent bien, mais que les sujets peuvent connaître aussi, et que nous ressentons par exemple quand on prend soin des enfants autistes qui ne nous reconnaissent pas comme des sujets existants. C'est une forme de maltraitance envers les enfants aussi. Je crains qu'elle ne soit déjà un petit peu plus fréquente que la première. C'est-à-dire que ce n'est pas une attaque directe, c'est un non-investissement de l'enfant en tant que tel. Sa naissance ne change rien. Et à quoi vont naître si notre naissance ne change rien? Et la troisième forme de maltraitance, de souffrance, en tout cas pour les enfants, alors celle-là je pense qu'elle est extrêmement répandue, très indirecte, subtile, pas beaucoup moins spectaculaire que les deux premières, mais très importante quand même, et c'est en quoi je m'intéresse beaucoup aux travaux de l'Institut Picard aussi, dont je reviendrai un mot après, c'est que c'est la non-reconnaissance d'un des besoins fondamentaux de l'enfant, qui est de pouvoir exploiter, actualiser, mettre en œuvre toutes ses compétences. À parvenir à mettre en œuvre tout ce dont il est capable, je ne dis pas tout seul, par lui-même, à côté d'un adulte qui souhaite qu'il y arrive, qu'il étaye, qu'il respecte ses rythmes, etc. Et pouvoir actualiser ses propres compétences, toutes ces compétences, fait partie, me semble-t-il, des besoins fondamentaux de l'enfant, et je ne suis pas sûr évidemment que le contexte actuel s'y prête.
Le contexte actuel ne s'y prête pas, parce que il y a, on l'a senti tout à l'heure encore, on vit sous le poids de trois cultures assez pesantes. La culture de l'expertise, la culture de la rapidité, la culture du résultat. La culture de l'expertise, je vous avais dit, elle disqualifie les parents qui finissent par penser que pour chaque problème de leur enfant, il y a un expert quelque part qui aura la réponse spécifique pour ceci ou pour cela. La culture de la rapidité disqualifie le temps maturatif, et la culture du résultat disqualifie les processus d'apprentissage, les processus qualitatifs qui sont tout aussi intéressants et importants que le résultat en tant que tel, puisqu'il y a mille et mille façons pour l'enfant d'aboutir à un résultat juste ou pas juste. Voilà, donc ces trois cultures sont vraiment pesantes en ce moment, et je pense qu'elles accentuent vraiment le risque de maltraitance, le troisième dont j'ai parlé à l'instant. Alors je vais passer moi aussi sur ce qui fait la pédopsychiatrie en difficulté, parce qu'on l'a déjà pas mal évoqué. Je dirais simplement que il y a, malgré le dialogue extrêmement intéressant qui commence un petit peu à s'ouvrir entre les neurosciences et la psychopathologie, enfin je dirais, il faut faire attention que le dialogue entre neurosciences et psychopathologie ne nous fasse pas régresser à une neuropsychiatrie infantile linéaire et dangereuse. Il faut faire attention à ne pas confondre les champs épistémologiques. On a bien vu avec l'INSERM que la médicalisation des troubles du comportement, la neurologisation de l'apprentissage, qui disqualifie la pédagogie, l'école, etc., ne peuvent qu'aboutir, c'est en route, à une biologisation du politique, comme nous nous plaidons tous et dont nous sommes tous pleins aujourd'hui. Voilà, donc là, il faut faire attention que la pédopsychiatrie, en France, on a été un des premiers pays à séparer la pédopsychiatrie de la neurologie infantile. Il faut faire attention que les nouvelles pistes d'interface ne nous ramènent pas en arrière, ce qui serait une régression de plus. Et puis en ce qui concerne la psychanalyse, bon, Elisabeth Rodriguez est partie, mais j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Hein. C'est très bien l'énergie qu'elle a mis dans le combat contre ce livre, il fallait le faire, d'autres se sont joints, mais le problème n'est pas tellement la psychanalyse, parce que le livre de Michel Onfray est un non-événement total du point de vue psychanalytique, il ne ramène aucun argument. Il les exploite même plutôt plus mal que d'autres, enfin quand c'est un homme médiatique on y fait plus attention, mais derrière ça, et il est porté par quelque chose qui le déborde aussi, c'est une attaque en règle contre les sciences humaines en général, qui se profilent, et contre le soin psychique en particulier, et c'est contre ça, me semble-t-il, que sont dirigés nos attaques. Voilà, alors, je laisse ça de côté, et simplement je vais poser la question, à partir desquelles je voudrais terminerai en signalant quelques propositions qui ont déjà émergé aujourd'hui et qui sont vraiment extrêmement importantes. Mais avant ça, quand même, et ces ouvertures, ces propositions sont des réponses à cette question-là, c'est vrai qu'on peut se demander jusqu'où iront le cynisme, le malthusianisme et la haine de l'enfance. Et moi, c'est une question qui m'anime beaucoup. La haine de l'enfance qui va d'ailleurs avec la peur de la pensée, et je vais y revenir dans un instant. Ce qui nous gêne considérablement pour s'occuper des enfants de manière respectable et respectueuse, c'est le fait que ce qui nous gêne pour lâcher notre pouvoir sur l'enfant, je ne cesse de le répéter à la lumière des travaux de l'Institut Carlozzi, c'est la peur de l'enfant que nous craignons d'avoir été. L'enfant qu'on a été ne nous gêne pas tellement, il est parti dans la nuit d'amnésie infantile. Il existe, mais on l'a pas en tête. On l'a en tête, mais pas dans notre tête consciente. L'enfant qu'on aurait aimé être, il est idéalisé, il tire du bon côté, je dirais pas. Celui qui nous gêne le plus dans nos réflexions sur l'enfant, dans notre façon de l'élever, dans notre façon d'éduquer, dans notre façon de s'occuper de lui, dans notre façon peut-être de faire des lois aussi concernant l'enfant, c'est l'enfant que nous craignons d'avoir été. Et celui-là nous fait peur, et nous sommes toujours en train de vouloir le museler. Ce qui fait que notre politique de l'enfance, qui actuellement est totalement défaillante, vraiment, je pense que ça c'est un message que le politique d'interrompue doit véhiculer de manière très intense. Notre politique de l'enfance est totalement absente, et elle considère les enfants comme des dangers potentiels, des êtres, des individus qui font peur à la société,
mais notre politique de l'enfance oublie tout à fait que l'enfant peut, lui, de son côté, avoir peur de la société telle qu'elle se profile, dont tout le monde le sait bien, mais il me semble que ce mécanisme de ce renversement est fondé sur la peur que nous avons tous de l'enfant que nous craignons d'avoir été. Et le XXe siècle, on a déjà beaucoup dit, nous aura tout appris, hein, des multiples manières de construire des biens inutiles. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention aujourd'hui à ne pas aider à grandir des enfants et à les faire devenir des êtres humiliés ou désespérés. C'est déjà commencé dans certaines banlieues, et je pense que là on a à réagir. Pour ça, il faut une politique de la petite enfance. Et comme le disait très justement dans les états généreux de l'enfant, Jean-Pierre Jotzeg, une politique de la petite enfance remet l'enfant lui-même au cœur de la réflexion, en tant qu'acteur de son propre développement. C'est là que l'éclaircie intervient, en tout cas pour ma réflexion. L'enfant acteur de son propre développement, que ce soit un bébé, que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, ce qui évidemment est tout à fait pas le cas aujourd'hui. Voilà, ces travaux de Logzi, je ne vais pas m'y apesantir trop, mais certains se les ont certainement bien en tête, qui sont tout à fait, qui restent pilotes, 50 ans après, en termes de professionnalisation des soins pour la petite enfance, mettent en avant la liberté de mouvement physique comme précurseur de la liberté de mouvement psychique. Donc vous voyez tout ce qu'on dit aujourd'hui sur l'hyperactivité. Mettent en avant la socialisation primaire, qui est d'ailleurs le thème du congrès que l'association Éclaircie France, que je préside, va mettre en place en novembre pour son 25e anniversaire. La socialisation primaire, c'est l'idée qu'il ne suffit pas de tremper, j'allais dire, un enfant dans un groupe, pour qu'il se socialise. Et tremper l'un dans l'autre, là, il en ressort un escargot, c'est-à-dire il en ressort un enfant qui se met en retrait dans sa carapace, justement. La socialisation primaire, dépend fondamentalement de la qualité des rencontres individuelles préalables, c'est-à-dire de la qualité de ce qui se passe pour l'enfant au niveau des premières semaines, des premiers mois, de la première année, des interactions précoces qui sont si importantes. Et dans cette socialisation primaire, qui se fonde aussi sur un accompagnement pulsionnel, une transformation des pulsions et en présence de l'adulte, il y a cette idée que je trouve très importante, qui est que la loi est la même pour tous, ça d'accord, mais que chaque enfant a ses raisons personnelles de souscrire à la loi, et que les réponses qui doivent être apportées partent et de la loi et de lui, de ce que lui est en mesure de mettre en place pour répondre à ces exigences externes. Voilà, on peut appeler ça transformation des interdictions en interdits, après on peut chacun l'exprimer dans notre langage professionnel, mais il me semble que liberté de mouvement physique, liberté de mouvement psychique, qualité des relations individuelles qui précèdent la socialisation, qui préparent la socialisation, et enfin l'interprétation de la loi comme quelque chose à quoi on adhère chacun pour des raisons personnelles, même si la loi est la même pour tous, je trouve que tout ceci pourrait nous guider dans notre politique de la petite enfance. Voilà, alors je remarque aujourd'hui que les propositions ont commencé et qui concernent des choses fortes, qui concernent l'empathie, qui concernent l'anticipation, qui concernent la réflexivité. À propos de l'empathie, Serge Tisseron a fait des propositions extrêmement intéressantes qui faisaient suite aux propositions canadiennes de Richard Tremblay qui nous désespère, je pense à un certain nombre d'entre nous. À propos de l'anticipation, Sylvain Missonnier a fait des propositions en ouvrant le pont passant par la clinique de la prédiction qui est la maladie de l'anticipation, je le cite, hein, c'est une de ses idées fortes. La tentation prédictive est très forte, hein, la tentation prédictive est humaine, puisque l'angoisse la plus forte, presque, c'est l'angoisse de l'inconnu. D'où le succès dépassant tous les audimates des émissions de météo. Rien ne peut être plus suivi qu'une émission de météo, puisque la météo donne l'illusion pendant 3 minutes qu'on va savoir ce qui va se passer demain, alors que chacun sait, je sais bien, mais quand même, chacun sait que les météorologistes n'y connaissent rien. Et pourtant, c'est le top de l'audimat. Ça rappelle d'ailleurs à propos de l'enfant ce que Belzer disait très tôt, hein, et qui est très joli par contre, qui est que la première météo se lit dans les yeux de la mer. Voilà, donc la météo, et puis c'est vrai que la question
question n'est pas de tout prévoir, la question est d'être prêt à l'imprévu. Et il me semble, je ne sais pas si Sylvain Bizet sera d'accord, que la grande différence entre la prédiction et la prévention, c'est que la prédiction ne parle que du futur, alors que la prévention analyse la dialectique entre le passé et le présent. Le passé rend compte de ce que nous sommes devenus, en partie de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, et ce que nous sommes devenus aujourd'hui nous permet en permanence de réécrire, transformer, retransformer nos souvenirs des événements du passé. Et il y a là une dynamique ouverte, prévenante, et qui est à l'opposé même de la prédiction linéaire, parce qu'elle est fondée sur la théorie d'arrêt. Et la troisième ouverture qui a été faite, très, très formidable, parce que je ne sais pas si c'était dans cet ordre-là, mais en tout cas, j'ai trouvé des ateliers de philosophie d'Isabelle Millon extrêmement rassérénants, qui ramènent le plaisir de penser, le plaisir de se penser pensant, c'est-à-dire la réflexivité, le plaisir de l'attente, ce que Marcelli appelle la fonction de surséance, savoir sur soi, un travail d'artisan, en quelque sorte, sur la matière à penser, et donc un éloge très bienvenu de l'erreur et de la perturbation. Il y a un petit livre que je recommande aussi à tout le monde, qui sont d'Alan Phillips, Les 3 capacités négatives. Alan Phillips est un psychanalyste anglais qui est très winnicottien, qui remarque que la psychanalyse a beaucoup parlé du sexuel, mais finalement assez peu de l'impuissance, pour aller vite. Et parmi les différentes formes d'impuissance non sexuelle, il y a être dans l'embarras. Être dans l'embarras, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire philosophique. Comment de nouveaux concepts apparaissent avec d'anciens mots? Quand est-ce que les anciens mots ne peuvent plus fonctionner? Quand est-ce qu'il faut trouver vraiment de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de nouveaux angles d'approche? Et il faut d'abord supporter l'embarras. L'embarras, être dans une situation d'embarras, c'est être enceinte. C'est-à-dire embarrassé. Et donc, c'est-à-dire être en attente d'une conception, en attente de concept. L'embarras d'être perdu. Et il faut d'abord supporter d'être perdu. Tout enfant se perd avant le dip, pendant le dip, et puis il faut supporter ça pour retrouver son chemin. Et puis enfin, supporter de pas être tout puissant, pas impuissant, mais pas tout puissant. Et à ce moment-là, la créativité revient. Et j'ai senti qu'il y avait ça dans les propositions très innovantes d'Isabelle Millon. Voilà, alors pour terminer, moi je parlerai d'une de mes propositions à moi, parce que j'ai la chance d'avoir une enseignante dans la salle, qui s'appelle Marie Bio, qui travaille à Romilly et qui va proposer de mettre en place une certaine forme de prévention. Elle m'entendait depuis un certain temps parler de l'intérêt qu'il y aurait à venir parler des bébés aux adolescents, parce que les adolescents sont très sensibles aux bébés, parce qu'ils sont sensibles aux bébés qu'ils ont été eux-mêmes. Et un jour, elle me disait, mais je vous ai entendu déjà plusieurs fois raconter ça, c'est pas tout de le dire, ce que vous avez fait. Parce que je disais, il faut aller dans les classes, il faut leur parler des bébés. À ce moment-là, ils sont très réceptifs. Et bien, je lui ai dit non. Elle m'a dit, ben, venez dans ma classe. Et elle m'a dit remis, et puis je me suis mis dans la biographie, j'ai pensé que c'était à 3 minutes de parler. En fait, il y a 130 bornes. Donc, malgré tout, comme je m'étais lancé, je me suis lancé. Et donc, l'année dernière, l'année en seconde, cette année en terminale, j'ai été à 2 reprises, je la remercie vraiment beaucoup de m'avoir permis cet essai, deux jours d'intervalle avec 8 jours, 15 jours. La première fois, on leur parle des adolescents, des bébés, des ados, du bébé qu'ils ont été, mais du bébé qu'ils auront, et comment en retravaillant, en repensant le bébé qu'on a été, on modifie quelque chose dans l'accueil du bébé qu'on aura, peut-être. Et on regarde ensemble une partie du film de Lozi, Un lieu pour grandir. En plus, ça tombe bien en terminale, c'est à peu près dans le programme de la Seconde Guerre mondiale. Et puis on en parle, et puis 8 jours, 15 jours après, je reviens. Et on passe une deuxième partie du film où c'est un adolescent qui revient sur les lieux à Lozi pour parler du bébé qu'il a été, de l'adolescent qu'il est devenu, et ils ont des yeux comme ça. Et l'année dernière, il y a 2 choses qui m'ont touché. L'année dernière, l'un d'entre eux, quand je suis parti, m'a dit, bon, l'année dernière, c'était que non seulement, hein, oui, j'étais à peu près pareil, il m'a dit, je vous souhaite un bel avenir. C'était vraiment très très gentil, même si je faisais partie de mon avenir, j'ai déjà un petit peu passé. Et aujourd'hui, et cette année, comme cadeau de remerciement, j'ai eu un biberon rempli de 30 ou 32, je ne sais pas, petits messages que je lis chaque jour. Parce qu'ils ont des yeux comme ça, parce que les adolescents sont fascinés par les bébés qu'ils ont été, et que là on a une prévention pour les bébés qu'ils ont. Voilà, je vais arrêter là-dessus.